Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de vous montrer toutes les étapes de montage de cette robe. Et au passage, j'en profiterai pour vous donner un maximum d'astuces pour vous permettre de bien réussir votre projet. Alors, donc cette robe est à couper dans un tissu en maille, donc c'est-à-dire un tissu qui est tricoté et qui de ce fait est nécessairement extensible. Donc voilà le tissu que j'ai choisi. Vous distinguerez bien l'endroit de l'envers puisque l'endroit est scintillant et l'envers est gris uni. Par rapport aux machines à utiliser, c'est vrai que communément on utilise une surjeteuse pour coudre la maille puisque la surjeteuse permet à la fois de coudre un point qui gardera l'élasticité et en même temps d'assurer de belles finitions. La surjeteuse est plutôt recommandée, mais pas indispensable, comme on va le voir dès maintenant, puisque vous pourrez également utiliser exclusivement une machine à coudre classique, ou bien utiliser les deux machines. Et donc on va voir dès maintenant les 3 points que vous pourrez utiliser tout au long du projet. Alors le premier point de couture que vous pourrez utiliser et que j'ai appelé piqué 1 consiste à piquer avec une machine à coudre classique et un point droit, tout ce qui est le plus normal, à 1 cm du bord, sauf mention contraire. Certaines fois, je vous dirai dans un deuxième temps d'ouvrir la couture au fer, c'est-à-dire d'utiliser le fer à repasser pour l'écraser de cette façon ouverte. Le deuxième point de couture, donc piqué 2, donc ça donne ça, donc visuellement c'est assez similaire. C'est également un point qui est à réaliser avec une machine à coudre classique, mais cette fois-ci il faut utiliser un point élastique. Donc la plupart des machines à coudre le proposent. Si vraiment vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser un fil élastique, je sais que ça existe. Et là encore, donc sauf indication contraire, il faudra piquer à 1 cm du bord. Et enfin, le point 3, donc piqué 3, peut se réaliser de 2 façons. Soit, si vous n'avez pas de surjeteuse, la première couture à faire est à réaliser donc, avec un point droit élastique à 1 cm du bord. Et ensuite, en s'approchant jusqu'à 1 mm de la couture, vous pourrez surfiler, donc sans surjeteuse. Surfiler, ça veut dire piquer un point zigzag et ensuite recouper les quelques millimètres qui dépassent, ce qu'on aperçoit ici. Ce même point 3, piqué 3, peut également se réaliser avec une surjeteuse. Et dans ce cas, vous pouvez utiliser les 4 fils de votre surjeteuse qui donne un surfil de 7 mm de large et donc ce qui permet au couteau de recouper automatiquement les 3 mm restants comme on voit ici. Donc ça fait également une couture à 1 cm du bord. Alors petite précision, au moment de couper les pièces, je pense bien à reporter les crans qui sont indiqués sur le patronage, comme par exemple là dans l'emmanchure. Donc un cran, ça se marque en fait au moyen d'une fente de quelques millimètres dans la marge de couture et c'est un repère pour le montage. Je pense également, très important, à marquer d'un cran le milieu des pièces qui sont coupées au pli, comme par exemple ici, donc j'ai l'encolure devant, donc là je marque d'un cran cette pièce qui est coupée au pli, puisqu'elle va s'assembler avec une autre. C'est la même chose par exemple pour le bas, où là aussi j'ai marqué le milieu d'un cran. Donc idem pour toutes les pièces qui sont coupées au pli dans ce modèle. Pour réaliser la manche fine, la première chose à faire, ça va être de surfiler le bas de la manche, mais surfiler bord à bord, donc sans recouper de matière. Si vous avez choisi l'option patte de boutonnage au bas de la manche fine, vous allez pouvoir tout d'abord reporter la fente, l'emplacement de la fente, donc indiqué sur le patronage, sur l'endroit de la manche. Et j'en profite également pour positionner une épingle au niveau des crans, donc je peux me référer au patronage, puisque le fait d'avoir surfilé la ligne du bas peut les avoir fait légèrement disparaître.
Et ensuite, on va pouvoir s'occuper de la pièce qui va me servir à créer cette patte de boutonnage. Donc la voici. Vous noterez que je ne l'ai pas coupée dans le même tissu que celui utilisé pour faire la robe, puisqu'en fait mon tissu est assez épais, donc je n'avais pas envie d'avoir trop de surépaisseur. Néanmoins, c'est tout à fait possible de couper la patte de boutonnage dans le même tissu. Mais voilà, moi j'ai choisi là de partir sur un coton beaucoup plus fin pour avoir une patte moins épaisse. Attention cependant, la patte de boutonnage sera un petit peu visible sur l'endroit, donc à voir si vous avez envie d'un tissu contrastant ou pas. Alors sur cette patte de boutonnage, j'ai commencé par la thermocoller. Donc là, je suis ici sur le côté thermocollant, donc sur l'envers. Sur l'envers toujours, j'ai reporté l'emplacement de la future fente, donc indiqué sur le patronage. Et enfin, j'ai surfilé ses deux grands côtés et sa ligne du haut. Alors petite précision, au moment de surfiler, je me suis positionnée bord à bord, donc sans recouper de matière. Et enfin, dernière chose, j'ai précassé son plus grand côté, donc celui-ci, sur 3,5 cm. Donc précasser, ça signifie plier envers contre envers et marquer le pli au fer. Donc pour mesurer ces 3,5, je me suis aidée, comme toujours, de mon couturomètre, que vous connaissez si vous êtes habitué à mes vidéos. C'est tout simplement le report d'une graduation de règles sur un morceau de carton, qui permet donc de plier le tissu par-dessus pour mesurer sa largeur. Et le carton ne craignant pas la chaleur, on peut repasser et donc marquer le pli au fer. Maintenant, je vais pouvoir positionner ma patte de boutonnage endroit contre endroit sur mon bas de manche et je vais superposer les deux fentes que j'ai tracées. Donc je les superpose comme ceci. Sur le bas de la manche, je retrouve donc les épingles que j'avais positionnées au niveau des crans du bas de manche qui correspondent en fait aux extrémités de ma patte de boutonnage. Alors attention parce qu'il y a bien une patte de boutonnage qui correspond à la manche droite et une patte de boutonnage qui correspond à la manche gauche. Donc là, je l'épingle et je vais faire attention à ce que mes deux fentes, les deux tracés permettant de positionner la fente, soient bien superposés. Donc là, c'est bon. Je vais mettre mes épingles plutôt en dehors de la ligne tracée de la future fente. Et ensuite, je vais maintenant piquer un de part et d'autre de cette fente. Donc pour savoir précisément comment piquer, je vous invite à regarder le croquis que j'ai ajouté sur la notice de montage. Donc je commence d'un côté de la fente, je pique à 1-2 mm maximum, quasiment jusqu'en haut, où là je viens rejoindre l'extrémité de ma fente. Je laisse mon aiguille enfoncer, puis je repars. Donc à nouveau, je m'éloigne un peu de ma ligne, tac, et je pique à 1-2 mm jusqu'en bas. Donc voilà la future fente qui est piquée, donc de part et d'autre. Et voilà ce que ça donne sur le haut. Donc maintenant, je vais pouvoir retirer toutes les épingles. Et je vais couper sur cette fente, donc au milieu des deux coutures que j'ai réalisées de part et d'autre. Donc là, vraiment, je coupe très soigneusement, bien sûr, pour ne pas couper de points, puisqu'ils sont très proches de la fente. Donc là, je coupe les deux épaisseurs, patte de boutonnage et manche. Et là, je vais m'approcher jusqu'à 1 mm, 1 à 2 mm du point tout en haut, pour me permettre de bien ouvrir comme ceci, puisque dorénavant, je vais maintenant pouvoir retourner la patte de boutonnage sur l'envers de la manche. Et je vais maintenant utiliser le fer à repasser pour la positionner correctement et bien à plat. Alors au moment de repasser ma patte de boutonnage sur l'envers de la manche, je fais bien attention ici au niveau de la fente à bien faire rouler la patte vers la manche
Et donc, je dois faire apparaître ici, sur la bordure, comme un petit bourrelet du tissu de la robe, donc du tissu de la manche. Ça va permettre d'avoir une patte de boutonnage aussi invisible que possible sur l'endroit. J'ai repassé bien à plat. Ensuite, j'ai retrouvé le pli que j'avais marqué sur un côté, sur le grand côté de ma patte. Et je vais donc plier cette partie en deux et la positionner par-dessus l'autre côté de la fente. Donc là, tout se superpose parfaitement et donc j'ai écrasé au fer cette patte de boutonnage pliée. Ensuite, sur le bas de la manche, je vais pouvoir replier la patte de boutonnage endroit contre endroit. Alors, sur le plus petit côté, je replie le long de la couture d'assemblage et donc je me retrouve avec une patte de boutonnage qui vient s'assembler avec la manche. Sur le grand côté de la patte de boutonnage, je vais replier au niveau du pli que j'ai marqué. Et donc là, je positionne toujours bord à bord en bas. Et donc là, je me retrouve avec deux épaisseurs ici de la patte de boutonnage. Sur ces deux replis, donc ici et là, je vais pouvoir piquer à 1,5 cm du bord. Donc je vais piquer 1 et je vais piquer uniquement sur la largeur de la patte de boutonnage. Et ensuite, donc une fois que ça a été piqué, je vais pouvoir retourner ces parties-là sur l'endroit. Donc pour m'aider à former un bel angle, moi j'aime bien plier le long de la couture. Donc je plie la marge de couture le long de la couture que je viens de faire. Je la maintiens bien ici et je viens la chercher à l'intérieur pour pousser cet angle. Donc ça c'est une première façon d'avoir un joli rendu. Et une deuxième, qui peut être complémentaire d'ailleurs, c'est d'utiliser ce poinçon. Donc un poinçon, c'est une pointe métallique qui me permet donc de passer à l'intérieur de mon repli et donc de pousser la matière pour former un bel angle. Et voilà. Que vous ayez choisi d'ajouter une patte de boutonnage ou non, vous allez maintenant pouvoir marquer le pli au bas de la manche en précassant sur 1,5 cm de large. Donc là encore, je me suis aidée de mon couturomètre et de mon fer à repasser. Ensuite, je vais pouvoir fermer ma manche, donc je vais positionner ces lignes de côté endroit contre endroit et je vais les épingler. Donc tout d'abord, je fais correspondre les extrémités. Donc là, je mets mes épingles assez loin de la bordure. J'ai un cran à ce niveau-là. Et enfin, en bas, je déplie donc le pli que je viens de précasser pour épingler bord à bord. Sur cette ligne, je vais pouvoir maintenant piquer 3. Et une fois que la couture est faite, je l'ai plaquée au fer vers le devant. Et donc je repère le devant au moyen du double cran qui se trouve là au niveau de l'emmanchure. Alors une petite chose simplement dont j'ai oublié de vous parler avant de fermer la manche, mais c'est pas très grave, on va pouvoir le faire dès maintenant. Au niveau du haut de la patte de boutonnage, je vais positionner toutes mes épaisseurs bien bord à bord. Donc uniquement les épaisseurs de la patte de boutonnage. Je vais les épingler. Et ici, je vais pouvoir piquer 1 à 1 cm du bord simplement pour maintenir les épaisseurs de la pâte bien superposées. Et enfin, pour terminer cette manche fine, j'ai réalisé l'ourlet au bas de la manche, donc j'ai retrouvé le pli que j'avais précassé et j'ai piqué 2 à donc 1 cm du bord. Donc piquer 2, c'est-à-dire piquer avec une machine à coudre classique et un point élastique. Le point élastique sera vraiment important pour une manche qui ne comporte pas de patte de boutonnage, pour passer facilement le poignet. Néanmoins, effectivement, pour une manche avec patte de boutonnage comme ici, ce ne sera pas forcément nécessaire. Je peux piquer 1 au lieu de piquer 2, puisque je pourrais toujours ouvrir la patte pour peut-être avoir plus de place pour passer le poignet. Sur l'option patte de boutonnage, donc l'ourlet, je le pique bien de part en part, donc je vais de cette extrémité à celle-ci.
pour la manche large. Donc en fait, c'est une manche qui sera froncée en bas de manche et terminée par un bracelet de poignet. Donc la première chose à faire, comme je l'ai déjà fait ici, c'est de piquer 2 fils de fronce parallèles et dans la marge de couture qui est de 1 cm, en démarrant et en s'arrêtant à 1 cm de chaque extrémité. Donc un fil de fronce, c'est en fait une couture avec un point droit sur une machine à coudre classique, avec une tension du fil très très basse et un point très très long, ce qui permettra par la suite de froncer en tirant sur les fils qui sont à chaque extrémité. Ensuite, je vais pouvoir fermer cette manche endroit contre endroit. Donc je superpose ces deux côtés et je positionne quelques épingles. Alors tout d'abord aux extrémités. Ici, je fais bien attention à dégager les fils de fronce. Je ne dois surtout pas les prendre dans la couture. Je peux rajouter encore quelques épingles. Attention simplement, si je pique ensuite à la surjeteuse, il ne faut pas que les épingles se prennent dans la machine, sinon ça abîmerait le couteau de la machine. Donc je les positionne suffisamment loin et là j'ai un cran au milieu. Donc je vais correspondre mes deux crans. Et maintenant sur cette ligne là, je vais pouvoir piquer 3. Donc voilà ma manche qui a été fermée et ensuite à l'aide de mon fer à repasser, je vais plaquer cette marge de couture vers le devant et on repère l'emmanchure devant au moyen de ces deux crans très rapprochés. Ensuite, je me suis occupée du bracelet de poignet et j'ai posé ses extrémités endroit contre endroit. J'ai piqué un, puis j'ai ouvert la couture au fer. Ensuite, j'ai replié le poignet envers contre envers cette fois-ci, donc je le plie en deux. Donc, je positionne ces côtés-là bien bord à bord. Et toujours à l'aide du fer à repasser, je vais marquer le pli. Donc j'écrase bien mon poignet. Maintenant, je vais pouvoir passer mon poignet à l'intérieur de la manche en mettant le tout bord à bord. Et pour éviter les surépaisseurs, je vais positionner la couture de mon poignet à l'opposé de la couture de la manche, donc sur un cran. Il y a 4 crans tout autour. Enfin, cran ou couture, la couture étant également un repère pour le montage. Donc là, je superpose la couture de mon poignet avec un cran. Et j'épingle. Ensuite, je vais faire tout le tour de la manche pour faire correspondre les différents crans. Donc je positionne vraiment toutes mes épaisseurs bien bord à bord. Donc là, j'en ai un deuxième. Ici, donc comme je le disais, là je retrouve la couture de la manche, donc qui peut correspondre à un cran. L'idée c'est qu'en fait ça permet de faire un repère pour savoir où épingler. Et enfin, un dernier. Donc en tout, j'ai positionné 4 épingles. Une fois que c'est fait, maintenant je vais pouvoir tirer sur mes fils de fronce. L'idée maintenant c'est de faire correspondre les longueurs. Donc là je commence à tirer d'un côté. Donc je les répartis pour le moment assez grossièrement, toujours sans retirer ces épingles qui m'aident justement à la bonne répartition. Ensuite, je vais tirer les fils de fronce de l'autre côté. Et maintenant, je vais pouvoir positionner un peu plus d'épingles sur tout le pourtour du mon bas de manche, de façon à bien maintenir les fronces en place avant d'aller les piquer. Donc là, à l'aide de mon épingle, je peux les griffer légèrement, ça m'aide à mieux les répartir. Et j'épingle, donc là je peux vraiment en mettre autant que je souhaite.
Pour les répartir, je peux aussi m'aider d'un poinçon. C'est cette pointe métallique qui permet d'attraper le tissu sans l'abîmer. Et c'est d'ailleurs ce dont je vais me servir au moment de les piquer. Et voilà, une dernière. Maintenant, je vais pouvoir passer ma manche sur l'endroit, puisque ce sera plus facile de les avoir sous mon pied de biche pour les piquer. Donc, je retourne ma manche. Je me retrouve comme ceci, donc cette fois-ci avec le poignet par-dessus la manche. Et je vais pouvoir maintenant piquer 2, donc ce qui me permet de conserver un point élastique, puisque là je vais avoir besoin de passer le poignet. Et je peux m'aider au moment de piquer d'un poinçon pour les répartir plus finement, et donc je positionne mon pied de biche sur les fronces. Et pour terminer proprement, j'ai tout simplement surfilé la marge de couture. Ensuite, je vais pouvoir m'occuper du dos et du devant. Je vais commencer par positionner mes pièces endroit contre endroit en faisant correspondre les côtés. Donc, je fais correspondre les extrémités ainsi que le cran. Donc là, j'épingle. Je les positionne mes épingles plutôt loin de ma bordure, puisque, enfin surtout si j'utilise une surjeteuse pour éviter d'abîmer le couteau. J'ai mon cran là, et enfin le bas de ma ligne de côté. Je fais pareil de l'autre côté, et sur cette ligne, je vais pouvoir piquer de 3. Et ensuite, une fois que mes côtés ont été piqués, j'ai plaqué la marge de couture vers le dos. Donc à l'inverse du devant, l'emmanchure du dos ne comporte pas de double cran, elle comporte simplement des crans simples. Ensuite, je vais pouvoir assembler la manche sur l'emmanchure correspondante. Alors pour cela, je garde mon buste sur l'envers. Je prends ma manche mise sur l'endroit et je vais passer la manche à l'intérieur pour venir la positionner sur son emmanchure correspondante. Donc attention, j'ai bien un double cran là qui correspond au devant, donc qui doit venir correspondre avec le double cran sur l'emmanchure du devant. Donc je commence par positionner des épingles au niveau des crans, donc je les mets loin de ma bordure. Je fais également correspondre la couture du côté de la manche avec la couture du côté du dos et du devant. Et ensuite, je fais correspondre les extrémités. Une fois que j'ai positionné toutes ces épingles, je vais pouvoir piquer 3 d'un seul tenant sur tout le tour de mon emmanchure. Alors petite précision, au moment de piquer, je fais très attention à ne pas étirer mon tissu, voire même au contraire, puisque là on est dans le faux biais, donc ça risquerait de déformer complètement mon emmanchure. Donc ensuite, une fois que c'est piqué, je vais pouvoir ressortir la manche pour me permettre de plaquer la marge de couture au fer vers la manche. Sur ce modèle, la finition de l'encolure se fait soit au moyen d'un col roulé, soit au moyen d'un col cheminé, comme ici, soit encore au moyen d'une bande d'encolure, que vous ayez choisi un dos plein ou un dos nu. Alors pour mon modèle, moi j'ai choisi la bande d'encolure, mais je vais quand même vous montrer ici la version avec col, puisqu'il y a une seule petite différence qu'on va voir ensemble. Donc la première chose à faire, comme je l'ai déjà fait là, ça a consisté à positionner les côtés endroit contre endroit, donc du col ou de la bande. Donc les côtés, c'est bien la ligne sur laquelle il n'y a pas de cran. Donc je les ai positionnés endroit contre endroit, j'ai piqué un, et ensuite j'ai ouvert la couture au fer. Ça, ce sera la même chose pour les cols et les bandes d'encolure. Ensuite, j'ai plié mon col ou ma bande envers contre envers. Je la plie en deux.
et je marque le pli au fer. Alors attention, pour la version col, donc qu'il s'agisse d'un col cheminé ou d'un col roulé, il va falloir un tissu suffisamment élastique. Donc il faut que le taux d'élasticité soit autour de 50%, sans quoi vous risqueriez de ne pas pouvoir passer la tête. Donc je vous invite dès maintenant à enfiler le col et à vérifier que la tête passe bien. Ensuite, je veux pouvoir épingler le col ou la bande d'encolure sur mon encolure en positionnant les pièces endroit contre endroit. Donc c'est ici qu'il y a la différence entre les cols et les bandes d'encolure. C'est tout simplement le positionnement de la couture de la bande ou du col. Pour les cols, qu'ils soient cheminés ou col roulé, cette couture correspond au milieu dos. Donc sur le milieu dos, je dois retrouver un cran puisqu'il s'agit d'une pièce qui a été coupée au pli. Et donc, j'ai marqué le milieu de ma pièce, tout simplement d'un cran. Donc là, je positionne une première épingle et je vais pouvoir faire tout le tour en faisant correspondre les différents crans qui correspondent à des coutures d'assemblage ou à des crans qui se situent sur l'encolure. Pour la bande d'encolure, en revanche, cette couture, je vais la faire correspondre avec l'épaule dos droit, donc qui est ici. Je la positionne donc par-dessus la couture d'assemblage de la manche avec le dos, côté droit, et toujours bord à bord, je positionne une première épingle. Ensuite, je vais donc faire correspondre les différents crans, et attention, j'ai bien ici sur le devant un cran double. Donc cette partie-là va venir s'assembler avec le devant. Donc qu'il s'agisse d'une bande d'encolure ou d'un col, les pièces sont plus petites que l'encolure, hein, c'est tout à fait normal. Ça permettra d'assurer une bonne finition. Donc je continue cet épinglage bien bord à bord en faisant correspondre les crans entre eux ou bien alors en faisant correspondre un cran avec une couture. Une fois que l'épinglage sera terminé, donc quel que soit le type de finition choisie, donc bande ou col, je vais d'abord piquer un à 5 mm, donc simplement pour vérifier que tout tombe bien, et si c'est ok, je vais pouvoir remplacer cette première couture par une autre, cette fois-ci en piquant 3. Alors petite particularité pour l'option dos nu, c'est mon dos qui est ici. Eh bien, pour éviter que les épaules ne tombent au porté, hein, ce qui arrive souvent avec ce type de modèle, vous allez pouvoir ajouter un ruban au niveau du dos, sur le haut du dos, donc soit un ruban posé à plat, soit un ruban à nouer. Donc c'est pas obligatoire, mais ça peut être intéressant de le faire. Donc dans ce cas, donc là j'ai réalisé la première couture à 5 mm simplement pour vérifier que ma bande d'encolure tombe bien. Et avant de faire la deuxième couture, je vais pouvoir positionner mes rubans. Donc la longueur des rubans, elle est indiquée sur la notice de montage. Soit vous en coupez un seul qui va donc se poser à plat, soit vous en coupez deux et ça permettra de les nouer. Donc ici, je viens le positionner au niveau de la couture de la manche, au dos, et je le mets bord à bord avec la couture d'assemblage de la bande d'encolure avec le vêtement. Idem de l'autre côté. Et là, je vais pouvoir glacer mon ruban, donc c'est-à-dire tout simplement piquer quelques points dans la marge de couture. Donc dans cette marge de couture là, je vais piquer quelques points pour le maintenir bien en place. Et puis je pourrai passer aux étapes suivantes. Ensuite, une fois que la couture a été faite, je l'ai plaqué au fer vers le buste, puis je l'ai piqué un à 2 mm de la couture précédente. Donc ça permet de plaquer la marge de couture sur le buste. Ici, il suffit de piquer 1 et non piquer 2, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément besoin d'avoir une couture élastique puisque l'ouverture de l'encolure est suffisamment grande pour y passer la tête. Pour les encolures terminées au moyen d'une bande d'encolure, comme ici, donc que vous ayez choisi l'option dos plein ou dos nu, vous avez la possibilité de réaliser une jolie finition
à ce niveau-là, permettant de cacher le surfil. Alors pour cela, donc je prends ma bande, mon ruban sergé de 1 cm de large, plutôt en coton. Je vais replier son extrémité sur environ 5 mm et je vais aller le positionner environ 3 cm après la couture d'assemblage de la manche au niveau du dos. Sur le haut, je me cale sur le haut du surfil. Et là, je positionne une première épingle. Donc, je vais continuer à l'épingler toujours en m'alignant ici sur bien mon surfil. Et je vais positionner pas mal d'épingles de façon à bien le maintenir en place. Donc, j'épouse la courbe de la bande d'encolure. Je ne cherche pas du tout à la modifier, ni à l'étirer, quoi que ce soit. Je le laisse aller complètement. Voilà, je vais continuer cet épinglage jusqu'à l'autre côté, où là encore, je vais aller environ 3 cm au-delà de la couture de l'épaule. Donc là, je vais pouvoir le recouper 5 mm plus loin. Donc ici. Là encore, je le replie sur environ 5 mm et je l'épingle. Donc là, je peux ajouter un peu plus d'épingles. Si besoin, je peux repasser l'ensemble de façon à bien le positionner. Et une fois que c'est bon, alors là, on voit que le petit ourlet est mal fait. Je vais faire un peu plus grand. Donc la préparation est essentielle, hein, c'est toujours le cas en couture. Si vos pièces sont bien préparées, après la couture, ça ira tout seul. Donc je vais le piquer de part en part. Je vais commencer donc ici, je vais les piquer à 1-2 mm du bord du ruban. Je le pique là. Là, je m'arrête en laissant mon aiguille enfoncée. Je fais une couture verticale et je vais terminer sur le bas de mon ruban, là encore, à 1 ou 2 mm du bord pour aller jusqu'à l'autre côté. Et donc voilà ce que ça donne une fois que la couture est faite. Donc mon ruban est piqué sur tout son pourtour à 1 à 2 mm maximum. Et donc ça permet tout simplement d'avoir une plus jolie finition et ça permet donc de cacher ce surfil sur une partie de l'encolure. Si vous avez choisi l'option patte de boutonnage, on va pouvoir placer les boutons dès maintenant. Alors j'ai commencé par tracer au crayon craie le centre de mes futurs boutons. Donc sur la patte du dessus, je me positionne à 1,5 cm du bord, donc sur cette ligne-là. Je place celui du haut à 1 cm de l'extrémité de ma fente, qui est là, donc je le place ici, et en bas, je descends jusqu'à 2 cm du bas. Ensuite, alors moi j'ai décidé d'en placer 5, mais vous pouvez choisir d'en mettre plus ou moins. Et donc les suivants sont à répartir uniformément, donc toujours à 1,5 cm du bord. Donc moi je vais poser ici des boutons pression. Maintenant vous pourriez tout à fait faire des boutonnières, auquel cas là vous pouvez aller jusqu'à 1 cm du bord et vous les faites horizontales, de cette façon. Ensuite sur la patte dessous, donc cette fois-ci je les ai tracées à 1,5 cm de la couture qui est ici, donc là j'ai 1,5 là, et ensuite pareil, donc celui du bas, je le place à 2 cm du bas, en haut je le place 1 cm sous l'extrémité de la fente et je répartis les autres uniformément. Pour réaliser la finition du bas du vêtement, donc que vous ayez choisi l'option bande invisible, donc bande plutôt étroite,
ou bande visible, bande plus large. La première étape va consister à assembler les bandes dos et devant, endroit contre endroit, au niveau des extrémités. Ici, j'ai piqué un, donc à chaque côté, et ensuite j'ai ouvert la couture au fer. Donc je me retrouve avec un cercle, donc que ce soit pour la bande invisible ou la bande visible. Pour l'option bande invisible, j'ai commencé par surfiler le côté opposé au côté qui comporte l'écran. Donc je surfile bord à bord sans recouper de matière. Ensuite, je vais pouvoir épingler donc, la ligne qui comporte d'écran, endroit contre endroit sur le bas du vêtement. Et attention, j'ai bien une bande devant, une bande dos. Donc je la repère au moyen du cran double. Le cran double correspond toujours au devant, c'est-à-dire deux crans assez rapprochés qui correspondent au même cran situé en bas du vêtement. Donc ils sont là. Donc là, je les positionne superposés. J'épingle. Je fais correspondre les coutures des côtés. Là aussi, j'épingle. Et je vais faire donc le tour de cette façon pour bien épingler ma bande. Alors la bande est légèrement plus petite que le vêtement. Voilà, c'est normal, ça va permettre de regrouper un petit peu le tissu au bas du vêtement pour éviter d'avoir un effet qui gondole. Une fois que mon épinglage sera terminé, je vais pouvoir piquer 2 à 1 cm du bord. Donc piquer 2, ça permet d'avoir une couture qui garde l'élasticité, puisqu'il ne faut pas que ce soit gênant au moment de marcher éventuellement. Et donc voilà mon épinglage qui est terminé. Maintenant, je vais pouvoir piquer 2 à 1 cm du bord de façon à garder une couture élastique à ce niveau-là. Et ensuite, une fois que ma bande est piquée, donc comme ici, à l'aide de mon fer à repasser, j'ai plaqué la marge de couture vers la bande. Alors attention, sur toute cette partie-là, quand vous utilisez votre fer à repasser, je vous recommande de le déplacer en le soulevant plutôt qu'en repassant de cette façon. Ça permettra d'éviter de détendre cette ligne-là et donc ça évitera d'avoir un bas du vêtement qui gondole. Ensuite, donc une fois que la marge de couture est bien plaquée vers la bande, je l'ai sous-piqué 2, toujours avec une couture élastique, du côté de la bande. Donc ça consiste en fait à piquer à 2 mm de la couture précédente, côté marge de couture, de façon à bloquer la marge de couture sur la bande. Ensuite, une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à replier ma bande le long de la couture d'assemblage. Donc la sous-piqûre permet à la bande de bien rouler vers l'intérieur et donc d'être invisible sur l'endroit du vêtement. Donc je l'épingle sur tout le tour. Et enfin, pour terminer, je vais pouvoir piquer 2, toujours avec ce point élastique, à 2 cm du bord sur tout le tour. Pour l'option bande de finition visible, j'ai commencé par plier la bande en deux, envers contre envers, et j'ai marqué le pli au fer. Alors attention, là encore, à ne pas détendre le tissu au moment de repasser. Et donc pour cela, je soulève mon fer à repasser. Ça évitera de trop détendre cette ligne. Ensuite, je vais pouvoir épingler le bord ouvert de ma bande sur l'endroit du vêtement. Et je commence par faire correspondre l'écran et les coutures. Alors attention, j'ai bien un devant et un dos. Sur le devant, je retrouve un double cran, comme toujours. Le double cran correspond toujours au devant, donc il est là. Donc en fait, ce sont deux crans qui sont assez rapprochés et qui se trouvent être ici sur mon vêtement. Donc je positionne ces crans superposés. Et j'épingle le tout bord à bord. Ensuite, je fais correspondre les coutures des côtés.
Et je continue cet épinglage sur tout le tour, donc en faisant correspondre les différents crans et les coutures. Une fois que l'épinglage sera fait, je vais pouvoir piquer 3 de façon à fixer ma bande sur le bas du vêtement. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est piqué. Donc au moment de piquer, j'ai fait bien attention là encore à ne pas détendre mon tissu, puisque le tissu peut se détendre soit hors passage, soit même sous le pied de biche. Ensuite, j'ai positionné donc la bande dans le prolongement de la robe et au fer, j'ai plaqué la marge de couture vers la robe. Et donc voilà maintenant mon bas du vêtement qui est terminé avec cette bande visible.